Alors déjà, je voulais remercier Ariel Dumas et RRP de cette invitation à ces journées qui sont toujours très enthousiasmantes et souhaiter un bon anniversaire à l'association et vous féliciter et vous remercier de tout le soutien que vous avez apporté à la recherche sur les maladies rétiniennes rares, toute l'énergie que vous y mettez depuis ces 40 ans. Donc, on m'a demandé de parler des essais thérapeutiques en cours. Je pense qu'Isabelle a déjà pas mal dit ce que j'avais ce que j'avais à dire, mais on va rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails. Ce que je voudrais souligner, c'est les problématiques actuelles pour développer des thérapies innovantes. Voilà, ça c'est mes conflits d'intérêts. Et donc en fait, la première chose, c'est que quand on veut travailler sur les développements thérapeutiques dans les maladies rétiniennes rares, sur lesquelles tout est encore à faire, eh bien, on est confronté d'une part à la grande hétérogénéité clinique, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule maladie, et je pense que ceux qui sont là le savent. Il n'y a pas que la rétinopathie pigmentaire, hein, qui est une des maladies, qui est la maladie la plus fréquente parmi les maladies rares, mais il y a des pathologies qui vont être congénitales et stationnaires, toucher la vision nocturne ou bien toucher la vision du jour et notamment la vision des couleurs. Et puis, il y a d'autres pathologies qui vont au contraire pas être forcément congénitales ou en tout cas à début un peu plus tardif et qui vont par contre être progressives et entraîner divers problèmes visuels, que ce soit comme la rétinopathie pigmentaire, d'abord les troubles de vision nocturne liés à la dysfonction des bâtonnets, hein, des photorécepteurs à bâtonnets, puis les cônes qui sont les cellules de la journée qui vont commencer à disparaître en périphérie jusqu'à voir comme dans un tunnel. Et de l'autre côté, on a toutes les autres pathologies qui sont plus rares, mais aussi peut-être au départ plus invalidantes, comme les atteintes de la macula, donc du centre de la vision. La première étant cette fameuse maladie de Stargardt, ou bien les pathologies qui vont dépasser la macula, comme les dystrophies des cônes ou les dystrophies de type cône-bâtonnet, qui à terme vont entraîner des problèmes de vision de jour, mais aussi des problèmes d'adaptation à l'obscurité. On a déjà aussi montré, déjà largement discuté sur le fait qu'il n'y a pas qu'un seul gène qui est impliqué dans ces dystrophies rétiniennes. Le premier gène qui a été associé à une rétinopathie pigmentaire, qui était une rétinopathie pigmentaire familiale, c'était en 1990, donc il y a, si je ne me trompe pas, 34 ans. Et en fait, à l'époque, je pense que la plupart d'entre nous n'étaient pas encore dans ce domaine, mais ce qu'on a pu nous raconter, c'est que en 90, ça y est, on pensait qu'on avait compris que la rétinite pigmentaire était résolue. Et en fait, maintenant, on se rend compte qu'il y a au moins 300 gènes. Et en fait, ici, c'est un site internet qui répertorie tous les gènes qui sont associés à différentes formes de dystrophie rétinienne. Pour l'instant, le compte est arrêté en 2018, mais on sait que depuis 2018, il y a même 50 gènes, alors dans des formes peut-être très, très rares qui peuvent représenter que quelques cas dans le monde, mais il y a encore 50 gènes qui ont été décrits. Et malgré tous les progrès de la médecine génomique, dont le docteur Bocquet vient de nous a parlé, en fait, on sait qu'il y a encore des gènes à découvrir, ou en tout cas des mécanismes génétiques à découvrir, et malgré l'analyse du génome précise, il y a encore des développements technologiques dans ce domaine. Ces dystrophies rétiniennes, comme on l'a déjà souligné, en fait, elles poussent des gènes qui vont coder pour des protéines très, très variées. Du coup, quand on veut développer des essais thérapeutiques, il faut être confronté à cette hétérogénéité génétique. Il y a des gènes qui codent pour des protéines spécifiques des photorécepteurs, des bâtonnets ou des cônes. Notamment, il y a une zone très particulière qu'on appelle le cyle connecteur, qui est le siège de beaucoup de trafic, de circulation de protéines qui vont être très importantes pour la structure de l'article externe des photorécepteurs, qui est en fait cette structure qui reçoit la lumière et qui initialise toutes les étapes de la vision. Donc, dans le cyle connecteur, il y a plein de protéines qui, quand elles sont mutées, vont bien sûr entraîner progressivement des altérations de cette circulation et du coup des pathologies. Et puis, il y a d'autres gènes qui, en fait, ont des fonctions cellulaires qui ne sont pas encore bien déterminées, ou d'autres encore, de façon curieuse, qui sont des gènes qui vont coder pour des protéines qui sont exprimées
non seulement dans la rétine, mais dans l'ensemble du corps. Et on ne sait pas pourquoi ça va donner uniquement des rétinopathies pigmentaires. Donc, quand on veut faire des développements thérapeutiques, il faut aussi qu'on aboutisse à une meilleure connaissance de tous ces mécanismes. Alors, dans les approches thérapeutiques actuelles en cours, il va y avoir deux axes et en fait deux objectifs. Il y en a un, c'est on fait un diagnostic. Ce qu'on voudrait, c'est ralentir, voire stopper la progression de la maladie. Et puis, de l'autre côté, en fait, la maladie a été avancée. On a perdu les cellules photosensibles de la rétine, qu'on appelle les photorécepteurs, et on veut essayer de restaurer les maladies, restaurer la fonction visuelle. Donc, pour chacun de ces objectifs, il va y avoir des approches différentes. Pour ralentir ou stopper, on peut soit cibler le défaut génétique, ça a déjà été largement décrit, soit au contraire, indépendamment du défaut génétique, cibler plutôt les mécanismes qui vont conduire à la dégénérescence pour les entraver. Ça va être par exemple apporter des molécules thérapeutiques qui vont entraîner une protection des cellules neuronales. Et puis dans la restauration visuelle, ça j'en parlerai peut-être un petit peu moins, qu'on a moins de développement dans les essais cliniques là-dessus. Soit effectivement, il ne faut pas oublier que on peut quand même envisager, quand il y a encore les photorécepteurs, restaurer un peu de fonction visuelle. Mais comme je vous le disais, quand on a perdu la totalité des cellules photosensibles de la rétine dans ces maladies dégénératives, il y a eu des études pour essayer de remplacer ces cellules photosensibles, soit par des puces électroniques, des implants rétiniens. J'en citerai vers la fin une étude, quoi redonner un gain de fonction, transformer les cellules qui ne sont pas photosensibles de la rétine en cellules photosensibles, ou bien, et ça c'est tout l'expertise et l'innovation portée par Serge Picot, c'est utiliser la capacité de certaines de nos cellules, notamment au niveau du cerveau, à sentir les ultrasons pour essayer de redonner une perception visuelle un peu différente, ou bien la thérapie cellulaire que je mentionnerai et qui sera notamment détaillée par Christelle Monville. Dans tous ces développements thérapeutiques et ces essais thérapeutiques, je voudrais quand même souligner que la première chose quand on est atteint d'une dystrophie rétinienne, avant de s'impliquer comme patient inclus dans des essais thérapeutiques et acteur dans des essais thérapeutiques, il faut surtout pas oublier la réhabilitation visuelle. C'est essentiel parce que on verra, il y a des choses qui restent encore limitées sur les développements thérapeutiques, mais la réhabilitation visuelle, la rééducation avec les orthoptistes spécialisés en basse vision, la locomotion, les aides visuelles, la canne, etc. C'est du concret et c'est des choses qui sont peut-être pas considérées comme des thérapies, mais qui peuvent être tout à fait essentielles et qui sont fondamentales pour l'autonomie de tous les patients atteints de dystrophie rétinienne. Alors, en ce qui concerne les essais thérapeutiques, il y a plusieurs listes qu'on peut présenter. Si vous êtes un petit peu anglophone, il y a la Foundation Fighting Blindness, qui est aussi une grande association caritative américaine, qui sur son site a listé dernièrement, là j'ai pris une copie d'écran d'avril 2024, tous les essais thérapeutiques qui sont en cours. Donc on a des essais thérapeutiques qui sont plutôt ciblés sur la cause génétique, des essais de thérapie génique. On a des essais thérapeutiques qui vont être thérapie génique en apport de gènes, des essais thérapeutiques qui vont utiliser d'autres technologies comme les petites molécules à ARN, on va en reparler, qui sont en cours, des thérapies cellulaires, avec un certain nombre, comme je vous l'ai dit, Christelle Monville va discuter de l'essai thérapeutique dont elle a été l'instigateur scientifique majeur. Et puis, il y a des petites molécules, donc des essais pharmacologiques avec des comprimés que j'évoquerai moins parce qu'ils ne sont pas présents, sauf un en France. Mais c'est, par exemple, un grand essai sur les antioxydants, sur des molécules qui vont promouvoir, notamment dans la maladie de Stargardt, essayer de limiter par des médicaments l'accumulation de vitamine A au niveau de la rétine, etc. La thérapie génique, Isabelle l'a déjà mentionné, c'est l'apport d'un matériel génétique, d'acide nucléique,
au sein d'une cellule cible pour soit l'empêcher, corriger la guérir, pardon, ralentir ou prévenir une maladie. Ça, c'est une définition un peu générique qui peut s'appliquer à toutes les maladies et pas seulement les maladies rétiniennes. Il va y avoir 3 approches principales. D'une part, soit on a une mutation qui va entraîner une perte de fonction, que ce soit une perte de fonction pour les maladies dominantes ou récessives, eh bien, on va amener la séquence génétique normale. Et donc, c'est souvent ce qu'on appelle le remplacement de gène ou l'augmentation de gène. Donc, on va substituer le gène malade, il reste dans la cellule, mais il ne fonctionne pas, il entraîne une protéine non fonctionnelle. Du coup, on va amener une copie du gène normal. Ou bien on veut inactiver ou corriger le défaut génétique. Et là, on va utiliser des approches que Isabelle a déjà mentionnées, soit des petites molécules d'ARN qui vont en fait masquer une protéine ou bien empêcher masquer une mutation, soit empêcher une portion du gène qui est muté de s'exprimer. Donc, c'est les antisens oligonucléotides qui sont des séquences nucléiques complètement natives, qui n'ont pas besoin d'être mis dans un virus pour être délivrés vers la cellule cible, ou bien ces fameux ciseaux du génome qu'on appelle les CRISPR-Cas9, qui vont avoir une spécificité sur une séquence génomique particulière qui est mutée pour l'inactiver. À l'opposé, on peut ne pas cibler la cause génétique, mais plutôt agir pour amener une protéine thérapeutique. C'est ce qu'on va faire en neuroprotection, amener une protéine qui va protéger les photorécepteurs, par exemple, ou bien un gain de fonction avec les photopigments, comme l'optogénétique. Ou enfin, et ça commence à arriver dans un domaine qui n'est pas forcément une maladie rare, mais la dégénérescence maculaire liégeage, notamment dans sa forme humide, on peut maintenant, par thérapie génique, apporter un virus inactivé qui va coder pour une protéine anti-VEGF qui va enrayer le processus des néo-VEGF. L'œil a un site idéal parce qu'en fait, l'œil est un petit peu à part dans le corps, donc on dit qu'il y a un risque limité que ces approches puissent aller dans le corps et du coup entraîner des effets secondaires majeurs. On parle souvent que dans l'œil, il y a quelque chose de très particulier, il y a ce qu'on appelle le privilège immunitaire, c'est-à-dire que l'œil, qui est un milieu fermé, n'a pas forcément été exposé à toutes les cellules inflammatoires du corps. Et du coup, quand on amène un matériel étranger, on peut dire que peut-être il n'ira pas générer des réponses immunitaires comme si on injecte dans le reste du corps. Ça commence à avoir des limites. Surtout les cellules de la rétine et de sa couche de soutien, les pigments rétiniens, elles se multiplient plus. Si on amène un gène thérapeutique, on peut se dire que du coup, le gène thérapeutique, quand la cellule va se diviser, il va aller dans une cellule mère qui a intégré le gène thérapeutique, elle va donner 2 cellules filles, et en fait, en général, du coup, ça va aller que dans une des 2 cellules quand il y a une division cellulaire. Et en fait, comme dans la rétine, il n'y a plus de division cellulaire, on n'aura pas cette dilution du matériel génétique, ça va rester dans la cellule. Et donc ça peut être aussi intéressant pour que, notamment, on ait un effet thérapeutique, soit à long terme. Et enfin, l'avantage, c'est qu'en tant qu'ophtalmologiste, on a accès direct à l'organe, l'œil, la rétine, et par des examens qui sont plus ou moins compliqués, on peut documenter un effet thérapeutique par l'acuité visuelle. Est-ce qu'on maintient la lecture des lettres? Est-ce qu'on maintient la capacité à voir sur les côtés? Est-ce que aussi au niveau de la structure de la rétine, est-ce que la thérapie innovante va pas abîmer la rétine? On fait des photos du fond d'œil, on fait un OCT, on fait de l'autofluorescence qui permettent de précisément documenter les choses. Alors le premier médicament de thérapie génique qui est actuellement disponible, on en a déjà parlé, c'est le Luxturna, qui a fait l'objet d'abord de développement de thérapeutique chez des modèles en laboratoire, comme ici le chien Briard, qui est un modèle proche de la pathologie humaine. Il y a quelques petites différences. Ensuite, un certain nombre d'essais thérapeutiques qui ont permis de documenter
que non seulement la délivrance d'un gène étranger permet est bien tolérée par l'œil, mais aussi qu'on arrive dans ce cas-là, quand les photorécepteurs sont encore présents, quand l'épithélium, qui est la couche de soutien de la rétine, est encore présente, et c'est cet épithélium qui exprime ce fameux gène RPE65, on a pu prouver, les chercheurs ont pu prouver dans les essais thérapeutiques qu'il y avait un bénéfice thérapeutique, c'est-à-dire qu'on arrivait à redonner un peu de vision aux patients porteurs de ces mutations sur le gène RPE65, avec des dates historiques, que c'est le premier médicament approuvé. Le 19 décembre 2017, l'Agence américaine du médicament approuve comme traitement et non plus dans un essai thérapeutique. L'Agence européenne, le 22 novembre 2018, donc presque un an plus tard, et les premiers patients traités en décembre 2018, et c'était hors États-Unis, c'était aux 15 ans. Voilà. En France, actuellement, il y a 4 centres traitants avec des critères de traitement qui sont vraiment à rappeler. Il faut avoir une confirmation génétique. Le gène RPE65, il est impliqué dans des formes récessives de dystrophie rétinienne, c'est-à-dire qu'il y a 2 variants, les 2 copies issues et héritées du papa et de la maman qui sont porteurs de mutations pathogènes. Et du coup, il faut avoir vraiment documenté qu'il y a bien les 2 copies du gène invalidées avant de pouvoir avoir accès à ce traitement. Et ensuite, il faut que la rétine ne soit pas quand même trop abîmée, parce que s'il n'y a plus de cellules rétiniennes, notamment la cellule cible, c'est l'épithélium pigmenté rétinien, bah bien sûr, le gène, il n'aura pas du tout son effet thérapeutique. Voilà. Donc, et dans le cadre de ce traitement, les 2 yeux sont bien sûr traités. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire des essais thérapeutiques qui avaient montré un effet bénéfique? En fait, ça joue surtout sur la vision nocturne. Et en fait, il y a 2 tests qui ont été instrumentaux pour démontrer l'efficacité de ce médicament. C'est ce qu'on appelle le FST, ou Full Scotopic Threshold. C'est un test où on va placer les patients au moins 30 minutes dans l'obscurité. Et puis, on va envoyer des flashs en allant du flash le plus atténué, le moins intense, jusqu'au flash le plus intense. Et les patients doivent dire s'ils les voient ou pas. Enfin, ils doivent cliquer pour voir s'ils ressentent le flash ou pas. Et en fait, les patients, à la base, avaient une très, très faible sensibilité. Et après le traitement, en fait, ils pouvaient détecter des flashs de très, très faible intensité. Et puis, il y avait une autre chose, et en fait, c'est là-dessus que le traitement a été validé et qui est très instrumental, c'est que en fait, l'équipe qui a promu ce nouveau traitement était l'équipe de Philadelphie. Ils ont développé des parcours de mobilité, une sorte de labyrinthe où il y avait des obstacles, une porte qu'il fallait franchir, une ligne qu'il fallait suivre, etc. Et en fait, ils plaçaient déjà les sujets vraiment dans une ambiance de pénombre, donc une luminosité de la pièce très faible. Et puis ensuite, ils augmentaient progressivement l'intensité et ils voyaient un peu comment les patients pouvaient éviter les obstacles et atteindre l'objectif du parcours qui était au bout de la pièce. Et en fait, après traitement, les patients étaient beaucoup plus à l'aise dans les pénombres et avaient une capacité très, très rapide de compléter le parcours. Et donc, c'est ça qui a conduit à l'essai. Alors, actuellement, il y a une étude de suivi de ces traitements qui est fondamentale. Une fois que le traitement a été approuvé pour ces thérapies innovantes, finalement, on n'a pas beaucoup de recul. Et du coup, il y a une grande étude qui en Europe s'appelle l'étude PERCEIVE, où les patients vont être, après traitement, suivis et on va voir si, d'une part, ils continuent à avoir le bénéfice et surtout suivre s'il n'y a pas des effets secondaires. Et en fait, il y a 2 ans, il y a une équipe américaine qui a montré qu'effectivement, en suivant ces patients, on s'apercevait que certains patients allaient développer des amincissements de la rétine après le traitement, quelque chose qui n'avait pas été mis en évidence dans les essais thérapeutiques, et ça, c'est important à reconnaître. Heureusement, l'effet bénéfique, notamment par rapport à la pénombre chez ces patients, ne semble pas impacté, mais on ne comprend pas trop pourquoi ces patients, de façon secondaire, et pas tous, heureusement, nous, c'est surtout des patients adultes qui ont développé ces amincissements secondaires.
Et est-ce que c'est lié à l'inflammation liée au virus? C'est pour ça que je vous disais, le privilège immunitaire de l'œil, il a ses limites. Ou bien est-ce que c'est le fait d'avoir ce gène étranger finalement, hein, qui est synthétique mais étranger, qui entraîne une réaction inflammatoire et un amincissement secondaire chez certains patients? Ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a, on a dit, on apporte une copie normale qui va entraîner une nouvelle fonction, peut-être une surfonction, et le gène entraîne une trop grande fonction de la rétine qui peut avoir un effet toxique. Tout ça, c'est pas connu. Heureusement, encore une fois, c'est pas tous les patients. Et deuxièmement, le bénéfice thérapeutique surpasse ces risques d'atrophie. Mais ça a mis en lumière aussi que tous les essais thérapeutiques, c'est bien beau de montrer l'efficacité, mais il faut ensuite pouvoir monter des études pour suivre les patients et documenter un petit peu plus à long terme les effets bénéfiques des thérapies innovantes. Alors quand même, comme on a dit, ces essais thérapeutiques, ce succès du Luxturna a amené plein d'autres essais de remplacement de veines, qui sont donc encore une fois, si ça vous intéresse, listés et mis à jour sur ce site de la Foundation Fighting Blindness. Je voudrais en mentionner certains qui ont donné des résultats assez récents, notamment un essai thérapeutique qui est mené par la compagnie Atsena. Dans l'amorose congénitale de Leber, il y a des mutations sur le gène Gucci2D. C'est une amorose congénitale de Leber un peu inverse du RPE65, où c'est plutôt la vision nocturne dans le RPE65. Ici, Gucci2D, c'est des petits enfants qui naissent profondément malvoyants et qui sont très sensibles à la lumière. Et en fait, la phase 1-2, qui est la première étape dans les essais thérapeutiques, on commence d'abord quand c'est la première fois chez les humains à conduire ces essais de phase 1-2, on va surtout documenter la tolérance de la nouvelle approche thérapeutique et approcher un petit peu un effet thérapeutique. Et une fois que ces phases 1-2 sont passées, eh bien, on va aller vers les phases 3, où là, les phases 3, il y a plus de patients impliqués, des patients moins sévèrement atteints, et c'est les phases 3 qui vont vraiment documenter s'il y a un bénéfice thérapeutique. Donc, il y a eu déjà un premier résultat sur les phases 1-2, très intéressant, développé par la compagnie Atsena, qui, outre la bonne tolérance du remplacement du gène Gucci2D, a montré un peu comme pour le Luxturna, une amélioration sur les parcours de mobilité et sur les paramètres de fonction visuelle des patients. C'est une affaire à suivre. On ne sait pas trop maintenant. Il y a un doute sur la suite de cette étude et s'il y aura une phase 3 pour là, par contre, vraiment documenter le bénéfice thérapeutique sur plus de patients avant que le traitement soit approuvé et soit commercialisé. Isabelle a aussi mentionné d'autres études. Il y a la compagnie Janssen qui a racheté la compagnie Meira GTX, qui est donc une big pharma, qui maintenant s'appelle plus Janssen, mais qui reste le nom pour RPGR, mais qui s'appelle Johnson Johnson, et qui développe donc cet essai de thérapie génique de phase 3. Là, on est vraiment dans la documentation de l'efficacité, avec ici des patients qui vont être injectés sur les 2 yeux avec la séquence normale du gène RPGR, et qui sont comparés avec des patients qui vont être injectés de façon différée. Donc, il y a des patients qui sont rentrés dans l'étude dès leur inclusion et des patients qui vont être injectés 1 an plus tard. En fait, on arrive à l'injection dès 1 an. Donc, l'étude a commencé il y a 1 an. Et donc, c'est ça qui va vraiment déterminer si, par rapport aux patients qui ont été suivis pendant 1 an, la thérapie génique a un bénéfice thérapeutique. Et ici, le critère d'évaluation pour l'efficacité du traitement, c'est ces fameux parcours de mobilité où on va faire varier la luminosité et voir si les patients après traitement arrivent à se débrouiller beaucoup mieux dans des pièces peu éclairées. Il y a une autre étude qui va commencer bientôt, je crois que je l'avais mis. C'est une étude qui est conduite par la société Beacon. C'est une nouvelle compagnie, mais en fait qui a repris une ancienne stratégie de 2 compagnies qui s'appellent AGTC et Night Star Therapeutics de Oxford. Et cette compagnie vient de mener une phase 2 et ils sont en train de préparer une phase 3 aussi sur le même gène RPGR. Alors on peut se dire pourquoi dans les maladies rares, il y a 2 compagnies qui vont se mettre en compétition sur des produits, sur une maladie similaire.
En fait, on peut se dire que la compétition, ça a toujours du bon pour accélérer l'approche thérapeutique et la commercialisation des médicaments. Il y a juste une petite différence en fait entre la construction, la séquence nucléique qui est mise dans le virus et bien sûr chaque compagnie dit que son virus est le même, le meilleur, etc. Mais en fait, on espère de façon assez positive que peut-être ce produit de thérapie génique ciblant le gène RPGR pourrait être le prochain Luxturna, entre guillemets, alors ça ne s'appellera pas Luxturna, mais le prochain médicament approuvé. Donc, affaire à suivre. Alors, Isabelle en a parlé, il y a quand même eu dans toute cette prolifération d'essais thérapeutiques des petits bémols et des choses un peu déprimantes, notamment la phase 3 sur la choroïdérémie de la compagnie qui s'appelait à l'époque Biogen a été a été arrêtée complètement. En fait, chaque étude va avoir un critère d'évaluation d'efficacité, ça s'appelle le critère primaire. Et dans cette étude, la compagnie Biogen avait pris comme critère primaire une amélioration de l'acuité visuelle de 15 lettres. C'est souvent ce que les agences réglementaires, et notamment l'Agence américaine du médicament, la FDA, avaient demandé. C'est que pour que le produit soit un succès et soit commercialisé, ils souhaitaient que l'étude de phase 3 puisse démontrer qu'on améliorait l'acuité visuelle de 15 lettres. En fait, malheureusement, ça n'a pas été le cas dans une analyse intermédiaire, donc l'étude a été arrêtée, pour l'instant en tout cas. Et en fait, ça a soulevé tout un pavé de se dire, mais quand les agences réglementaires, parce que c'est les agences réglementaires qui vont ensuite approuver sur les données des phases 3 le médicament et du coup donner le feu vert pour la commercialisation, eh bien, en fait, ces agences réglementaires vont avec l'industriel définir les critères d'efficacité. Et quand on définit un critère d'efficacité d'amélioration d'acuité visuelle, ça semble un peu illusoire, parce qu'on sait que dans ces maladies, malheureusement, quand les photorécepteurs ont disparu, c'est ce qui entraîne la baisse d'acuité visuelle, mais les photorécepteurs, ils ne ressuscitent pas, c'est des cellules nerveuses, donc il était très ambitieux de penser qu'un produit de thérapie génique dans cette pathologie pouvait améliorer l'acuité visuelle de 15 lettres. Et en fait, bien sûr, après, il y a eu toute une discussion, notamment avec les associations de patients, avec vous, pour dire qu'en fait, déjà, si on avait un produit thérapeutique qui pouvait stopper l'évolution, figer la maladie, voire même si on ne peut pas la figer, au moins la ralentir pour donner des années de vision utiles, ce serait déjà bien. Et donc, il y a toute une discussion maintenant avec les agences réglementaires pour définir des critères qui ont du sens pour les patients et qui ne soient pas forcément qui fassent du sens, en fait, et qui ne soient pas forcément des critères qui sont complètement illusoires par rapport à ce qu'on connaît de la pathologie. Donc, il n'y a pas que l'apport de thérapie génique. Il y a aussi d'autres essais. Isabelle en a parlé aussi. Il y a d'autres approches ciblées sur la cogénétique. Ces fameux ciseaux du génome, en fait, ça c'est aussi très actuel. Il y a un article qui vient de paraître dans un des plus grands journaux, New England Journal of Medicine, qui rapporte l'essai de thérapie génique utilisant les CRISPR. Et en fait, on est très fiers en ophtalmologie parce que c'était la première étude chez les humains utilisant ces fameux ciseaux du génome. C'était la première fois que chez les humains, on utilise cette approche qui est très prometteuse. Ici, l'étude ciblait une mutation intronique profonde dans le gène 7290. C'est une cause rare et assez fréquente, entre guillemets, dans le nord de l'Europe. Et qui conduit à cette mutation quand elle touche c'est récessif, quand elle touche les deux copies du gène, à des formes très sévères de dystrophie rétinienne. Donc l'étude de phase 1-2 de sécurité de cette approche a été publiée. Les effets sont tout à fait, on va dire, il y avait très peu d'effets secondaires. Et en fait, comme c'était une phase 1-2, ils ont commencé à approcher un effet biologique. Et dans l'article, il rapporte que ces enfants qui sont très profondément malvoyants commencent à redistinguer certains détails, donc quelque chose de très prometteur. Là aussi, un petit bémol. Donc la compagnie, c'est au départ Editas, qui avait été racheté par Allergan, qui a été racheté par AbbVie. Maintenant, c'est AbbVie, la Big Pharma, n'a pour l'instant pas l'intention de poursuivre cette phase 1-2 vers une phase 3,
qui, elle, conduirait à prouver si on a vraiment un bénéfice sur l'acuité visuelle et à la commercialisation de cette approche. Donc, c'est un petit bémol. On espère que la licence du produit sera reprise parce que cette première étude était très, très prometteuse. Isabelle a aussi parlé des antisens oligonucléotides, des oligonucléotides antisens, pardon. Donc, c'est des petites molécules d'ARN. On ne parle plus de virus inactivés qui vont contenir une séquence nucléotidique thérapeutique. Ici, c'est des petites molécules d'ARN qui, elles, vont pouvoir être injectées, non pas sous la rétine, mais dans le vitré, dans la cavité vitréenne, dans l'œil, comme on le fait pour d'autres maladies comme la DMLA humide. Et donc ici, il y a deux approches. Soit, en fait, ces petites molécules d'ARN, elles vont aller sur une séquence génétique spécifique pour inactiver une mutation, soit elles peuvent se mettre sur des séquences très particulières qui sont très importantes pour la maturation de l'ARN qui ensuite va donner la synthèse de la protéine et en fait faire qu'une partie, une partie du gène ne va pas être conservée dans la maturation de l'ARN et donc dans la fabrication de la protéine, supprimer toute une région qui serait porteuse d'une mutation. Donc, c'était la société ProQR qui avait développé ces deux approches. L'approche de silencer une mutation délétère, comme pour le gène, en fait, le même gène qui était la cible des CRISPR, le GEM7-290 et cette mutation intronique profonde. Une phase 1-2 qui était très prometteuse avec une bonne tolérance des injections intravitréennes dans l'œil, puis quelques signaux biologiques qui étaient sur l'acuité visuelle et sur les déplacements dans l'obscurité. Ils ont commencé phase 2-3 pour prouver contre des patients qui n'étaient pas traités, qui avaient en fait une fausse injection pour montrer qu'il y avait un bénéfice thérapeutique. Et en fait, malheureusement, la phase 3 n'a pas été concluante. Et du coup, les agences réglementaires ont demandé une autre phase 3 avec un design un petit peu différent pour prouver qu'il y avait un bénéfice thérapeutique. L'autre approche, c'est le saut d'exon sur le gène H2A. Et en fait, il y a un exon, donc une partie du gène, qui s'appelle l'exon 13, qui est très souvent porteuse de mutations. Est-ce que par ces petites molécules d'ARN, si on supprime l'exon 13, donc supprime les mutations qui sont dessus, on peut stopper l'évolution de la maladie et avoir un bénéfice thérapeutique. Donc la même compagnie ProQR a mené une étude de phase 1-2 qui était très prometteuse aussi, qui montrait une bonne tolérance des injections et qui commençait à montrer à 6 mois un bénéfice même structurel sur un critère de l'OCT. Et malheureusement, quand l'Agence européenne du médicament a dit que pour la première molécule, il devait faire une autre étude, eh ben, la compagnie a décidé de se désengager complètement, d'arrêter les deux programmes sur CEP290 et H2A et de chercher un autre partenaire pour reprendre ces programmes. Et du coup, depuis décembre 2023, la compagnie TA a décidé, après beaucoup de discussions, de reprendre la licence avec une petite équipe très motivée. Le protocole pour les deux études est en cours de validation et on devrait avoir une reprise de ces deux études dans la fin de 2024. Voilà. Donc, affaire à suivre. Donc, ça s'appelle Sepul Bio. Isabelle, on va être obligé de aller vers la fin. Je me dépêche. Ouais. Je voulais juste donner deux approches donc différentes. Des approches non pas ciblées sur les gènes, mais d'approches alors je me suis trompée sur le titre, mais d'approches de molécules thérapeutiques. Donc c'est par exemple ce que la compagnie Sparing Vision essaye de développer pour les dystrophies rétiniennes de type Batonnet-Cohn avec une molécule de protection en fait des bâtonnets. La rétinopathie pigmentaire, c'est d'abord les bâtonnets, puis les cônes. Et en fait, outre le fait que les mutations sont portées par les bâtonnets, on ne comprenait pas pourquoi les cônes dégénéraient secondairement. Et on s'est rendu compte que les bâtonnets, non seulement sont importants pour la vision nocturne, mais aussi sécrètent un certain nombre de facteurs protecteurs pour que les cônes
les cellules de la journée, du coup, soient maintenues en survie. Et du coup, il y a un gène NXNL1 qui a été identifié et qui sécrète des molécules thérapeutiques, RDCVF, qui a un pouvoir pour lesquels expérimentalement il a été montré qu'on pouvait promouvoir la survie des cônes. Et puis une forme courte qui est importante pour compenser le stress oxydatif. Et donc il y a l'étude Prodigy qui est en cours et qui d'abord a une phase 1-2 pour essayer de montrer que c'est bien toléré et qui, on espère, pourra essayer là de maintenir la survie des cônes indépendamment de la cause génétique. Et deuxièmement, donc une molécule thérapeutique, c'est l'optogénétique dont Magali Tayel vous parlera. Donc pour finir, vous voyez qu'il y a beaucoup d'essais thérapeutiques en cours. Il y a beaucoup de discussions aussi dans deux axes. D'une part, après l'abandon de la choroïdérémie pour définir des critères d'évaluation d'efficacité qui fassent du sens pour les patients. Et donc la nécessité aussi d'impliquer en amont, quand on prépare un essai thérapeutique en amont, plutôt plus les patients pour définir quelles sont leurs attentes. Et deuxièmement, tous ces essais thérapeutiques, on l'a vu avec ProQR, ça coûte très cher et il faut probablement qu'on définisse un nouveau modèle pour que ces essais thérapeutiques soient moins coûteux et qu'une fois que le bénéfice thérapeutique est éprouvé, eh bien, on puisse avoir une mise sur le marché et non pas un abandon de ces molécules dont le développement reste quand même très cher. Voilà. Je vous remercie. Et ne pas oublier la filière sans gène dans laquelle se développent tous ces essais thérapeutiques et l'intérêt que tous nos patients soient référencés dans le cadre dans ces centres experts qui sont présents notamment Montpellier, Paris, Strasbourg, etc. Voilà. Merci Isabelle. J'ai une petite question. Oui. C'est Ariel. Si j'ai bien compris, vous avez parlé d'un médicament antioxydant proposé aux maladies de Stargardt aux États-Unis. Est-ce qu'en France, ce médicament est prescrit? Alors attention, c'est pas un médicament, hein, c'est une étude qui a lieu actuellement, qui est, si je ne me trompe pas, sponsorisée par le National Eye Institute et qui donc c'est une étude de phase 3 qui va documenter si cet antioxydant a effectivement un effet bénéfique pour stopper ou stabiliser la maladie de Stargardt ou pas. C'est pas encore prouvé, donc bien sûr, comme c'est pas encore prouvé, même aux États-Unis, il n'est pas disponible comme ça couramment. Il est juste délivré dans le cadre d'essais thérapeutiques. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup Isabelle.